Patrick. Un coureur est tombé dans le ravin, Patrick. Sur notre gauche. Un coureur est tombé. Un coureur est tombé. Il s'agit d'un coureur. Attendez, je vais regarder descendre de ma moto. Oui, je vais attendre. Je regarde bien Alex Soule. Avec l'attaque d'Anti-Schleck, là, c'est Nibali le premier à sauter dans sa roue. Franck Schleck est juste derrière. Et Alberto Contador qui vient de partir. Lance Armstrong est lâché. Lance Armstrong est lâché. Et il est littéralement impliqué, comme on dit, dans les milieux cyclistes. Alors... Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle émission des commissaires de course. Comme vous en avez l'habitude depuis hier, on va faire un petit point tous les jours sur le Tour d'Italie. Et puis pour m'accompagner aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir Titouan de Vélo Futé. Salut Titouan. Salut Charles, ça va? Ouais, ça va, ça va. Alors, on va faire un petit débrief déjà de l'étape d'hier pour vous présenter un peu le schéma de l'émission. Puis ensuite, on va parler du chrono qui a lieu aujourd'hui. J'en profite pour saluer Biotime, Excel, j'ai vu Stradri aussi, Salette. Salut à tous, à vous les habitués de nos émissions. Mais avant de commencer, je voudrais donner un petit coup de pub à Titouan parce que vous avez sorti un nouveau magazine cette semaine, je crois, dédié au Tour d'Italie. Ouais, le week-end dernier, exactement, dédié au Tour d'Italie. Donc, on a essayé de balayer, de balayer un petit peu toute l'actualité en profondeur, mais sur des sujets un peu plus analytiques. Voilà, on analyse notamment le Giro. On a un article géopolitique sur l'Érythrée et Binyam Girmay. Une enquête sur le successeur attendu de l'Italie, de Vincenzo Nibali. Une enquête très profonde avec notamment une interview de Pierre Carré et Patrick Chassé. Voilà, c'est un magazine qui, on le pense, vaut le coup et qui a été beaucoup travaillé et qui vous permet de voir un petit peu le Giro sous différents angles, un peu loin des classiques articles de favoris ou autres. Ouais, n'hésitez pas, c'est toujours bien de soutenir aussi la création, parce que c'est intéressant. Puis pour en avoir lu les premiers en tout cas, je trouve que c'est vraiment bien foutu, donc n'hésitez pas. Bref, petit intermède. Ouais, pas de souci, c'est sincère en plus. Petit intermède fait. Titouan, on l'a dit, on voulait revenir tout d'abord sur l'étape d'hier, donc pas grand chose à dire sur le déroulé, si ce n'est quand même les 5 derniers kilomètres et cette montée qui finalement a été une belle lutte intense entre les punchers et les sprinters. Ouais, bah surtout finalement entre les punchers, parce que voilà. Finalement, c'était bien trop dur pour la plupart des sprinteurs, à part Caleb Evan, qui était finalement le seul, comme d'habitude, à pouvoir s'en sortir sur ce genre d'arrivée. Évidemment, Girmay ou Van Der Poel, je ne les considère pas comme des sprinteurs, purement sprinteurs, donc eux pouvaient évidemment passer. Mais voilà, tous les Nizzolo, les Démarques, qui avaient un problème mécanique, mais auraient-ils pu se mettre à la lutte, j'en suis pas sûr. Les Nizzolo, les Cavendish, évidemment, tous ces sprinteurs-là n'ont pas pu passer. Donc c'était une belle lutte entre sprinteurs avec un beau top 10 avec des coureurs avec de belles pointes de vitesse. La surprise venait quand même peut-être de comment il s'appelle, de Wilco Kelderman, que j'attendais pas à ce niveau-là sur cette étape, et de Carapaz qui est déjà dans le coup et qui arrive à prendre 4 secondes sur les autres. Ouais, parce que tu l'as dit, Titouan, les sprinters c'était un peu trop dur pour eux. Bon, Caleb Ewan a chuté, malheureusement, il était bien placé, mais je sais pas si tu seras d'accord avec moi. On a senti quand même qu'il était en bout de course à la fin et que quoi qu'il se passe, je pense qu'il n'aurait pas pu gagner l'étape. Alors peut-être pas gagner l'étape, mais moi j'ai l'impression que en fait il démarre plus tard que Van Der Poel et Girmay qui partaient de plus loin. Lui il était dans la roue de Magnus Kort, je crois. Donc il le déboîte sur la droite quand les autres sont déjà pleinement lancés. Et avant, en fait, on remarque qu'il remonte petit à petit sur Girmay et que c'est comme ça qu'il touche la roue. Mais au départ, il était à distance de Binyam Girmay. Donc à mon avis, sur les derniers mètres, il aurait pu dépasser l'Érythréen. Alors après, aller chercher Van Der Poel, je sais pas. Mais j'avais l'impression qu'au contraire, il se mettait un peu à démarrer et à remonter. Donc voilà, Van Der Poel était peut-être intouchable, mais en tout cas, la deuxième place était carrément envisageable pour lui. Donc je suis assez déçu, surtout que... On l'a tous les deux à Rival en plus. Donc, Comment? On l'a tous les deux à Rivals Manager en plus, c'est ça qui est dommage. Ouais, non, et puis Van Der Poel, autant c'était notre favori au départ, autant Evan... moi, personnellement, je le mets souvent en avant sur ce genre de profil où j'y crois beaucoup malgré vent et tempête. Et il n'était pas loin de me donner raison. Donc voilà, j'étais heureux de voir Evan à ce niveau-là, même si je ne doutais pas du tout qu'il puisse avoir les capacités de gagner. Et j'étais vraiment déçu qu'il chute une nouvelle fois par maladresse de sa part. Hein. Ce n'est pas la première fois. Ouais, il n'a pas de chance. C'est vrai que c'est dommage. C'est dommage. Et je ne suis pas sûr que ça soit lié à la chance. Je
je pense qu'il gère mal un moment. Voilà, je ne sais pas s'il ne regarde pas ou s'il n'est pas attentif. La fatigue peut-être. La fatigue peut-être, ouais, le manque de lucidité, mais en tout cas, c'est deux belles erreurs qui lui coûtent cher. Entre le Tour de France l'année dernière et le Giro là, comment dire, des erreurs qui coûtent très cher. Ouais, ça fait beaucoup en effet. Alors je prends les premiers commentaires. Bah, merci Salette, la meilleure émission de vélo qui se fait. C'est gentil à toi. Estradri, bah oui, c'est vrai, j'avais pas pensé à ça. Titouan, on a parlé de Kelderman. C'est vrai que j'avais complètement zappé, oublié plutôt, et il était pas mal à Mur de Bretagne, effectivement, l'an dernier avec Roglic et Pogacar sur le Tour de France, mais j'avoue que moi, j'y pensais pas trop non plus. Un des points importants, Titouan, tu l'as un peu évoqué sur cette étape d'hier, c'est que ben, si ça a été un peu le statu quo entre les favoris, il y en a un qui a quand même pris 4 secondes, même si ça reste anecdotique, hein. Je pense qu'à l'arrivée, on ne parlera pas en secondes, mais c'est toujours bien pour le moral et pour la confiance, je pense, pour Carapaz d'être le meilleur des favoris, tout simplement. Moi, je pense que c'est jamais anecdotique. Quand on commence un grand tour, même si évidemment le grand tour est très long, voir que sur une arrivée à 5%, on est capable de mettre 4 secondes aux copains, aux adversaires, c'est que déjà on caresse bien les pédales et qu'on est plus fort que les autres. On se sent en tout cas plus fort. Ça ne veut pas dire que le plus fort aujourd'hui sera le plus fort dans 3 semaines, à la fin du Giro. Mais en tout cas, pour les premières étapes, et notamment par exemple l'arrivée de l'Etna, on peut se dire que voilà, Carapaz est d'ores et déjà partie des favoris, enfin, est d'ores et déjà le grand favori, même si c'était déjà le cas au départ. Mais en tout cas, il confirme son statut. Voilà, on aurait vu Carapaz un peu plus loin, aux alentours de la 20e place. On se serait dit, bon, bah, il est dans les temps. Mais là, pour moi, ça confirme encore plus son statut, même si évidemment, on ne s'emballe pas. Contrairement à ce que certains disent, je ne tire pas de conclusion hâtive. Mais voilà, c'est simplement une confirmation que Carapaz est là, est déjà là, dans le coup. Et moi, je trouve pas ça anecdotique. Ça devient fatigant d'ailleurs cette histoire de conclusion hâtive, parce que autant parfois c'est bien utilisé, mais maintenant on a l'impression qu'on ne peut plus tirer une seule conclusion. Il faudrait limite qu'on arrête de parler et de faire des émissions, d'écrire des papiers pour certains, et puis d'ailleurs on se rend compte parfois que les conclusions hâtives elles sont souvent critiquées quand ça ne va pas dans le sens qu'on veut de la part de certains fans. Ça permet aussi de s'en sortir pas mal, je trouve. Bref, c'est pas le sujet du jour, mais il y a un coureur qui m'a un peu déçu, Titouan, même si là, par contre, on peut dire que c'est pas non plus rédhibitoire parce que le Giro vient juste de commencer. Mais sur ce type d'arrivée, moi, je voyais Guillaume Martin quand même un petit peu mieux. Alors, je n'ai pas été assez attentif sur le placement en début de montée de Guillaume Martin. Je ne sais pas si il a pu être gêné par qu'une quelconque chute, s'il a eu du mal à frotter ou pas. Il était mal placé, probablement. Probablement pas dans les meilleures positions. Le voir perdre 12 secondes, bon, c'est bête parce qu'en fait, en réalité, il y a 10 mètres d'écart avec le groupe de devant. Et sans ces 10 mètres d'écart, ben, en fait, il serait à 4 secondes comme les autres. Donc voilà, ça doit être un peu frustrant pour lui. Mais malgré tout, il a perdu ses 10 mètres. Et comment ça se fait qu'il les a perdus? C'est la question qu'on se pose. C'est pareil, c'est pas rédhibitoire. Je veux dire, c'est pas parce qu'il perd 12 secondes maintenant que son Giro est foutu. Ça veut pas dire non plus qu'il a forcément de mauvaises jambes. Mais on peut se poser la question de pourquoi il est là? Pourquoi des coureurs comme Félix Gall, pourquoi des coureurs comme Ivan Sosa, qui ne sont pas hyper puissants, des Santiago Buitrago, des Samomen, sont à 4 secondes, et pourquoi un coureur comme Guillaume Martin perd lui 12 secondes? Voilà, là, c'est des questions clairement qu'on peut se poser. Et moi, si tant est que ça ne m'inquiète pas, ça ne me rassure pas non plus. Ouais, parce que c'est vrai que ce que tu dis, je trouve ça tout à fait juste, Titouan, parce que c'est une des premières choses que j'ai regardé quand j'ai vu le classement de Guillaume Martin. Tu l'as dit, qui est devant en fait, et c'est vrai que ça nous donne un aperçu, sauf si bien sûr il y a eu un incident, comme tu le dis, en début de montée, ou qu'il était très mal placé. Mais tu l'as très bien dit, Mauro Schmidt, des gars comme Walter, Hindley, qui ne sont pas les meilleurs punchers du monde. On retrouve Sosa, tu l'as dit, Pozzo Vivo aussi, Sobrero, Villela. Normalement, Guillaume Martin, il doit être avec ces mecs-là, et il ne doit pas prendre de cassure. Au moins avec Villela. Ouais, voilà, s'il n'y a pas eu de souci, il doit être dans ce groupe à 4 secondes, et finalement il se retrouve à perdre sur une cassure, sur un petit trou 8 secondes, et si tu l'as dit, c'est pas rédhibitoire, mais c'est pas terrible, d'autant plus que pour faire une transition parfaite avec l'étape d'aujourd'hui, aujourd'hui c'est un chrono, c'est pas la spécialité de Guillaume Martin, loin de là, et l'addition reste d'être encore plus salée aujourd'hui, même si la distance n'est pas très longue, il n'y a que 9 km je crois, si je dis pas de bêtises. Ouais, mais il peut quoi prendre peut-être sur certains, peut-être le meilleur, il peut peut-être prendre 30 secondes, hein. 30 secondes, plus 10, plus pour démarrer un grand tour, voilà, même si encore une fois c'est pas rédhibitoire parce que oui, l'écart peut être important en fin de Giro, c'est déjà des places, des secondes perdues facilement
sur les principaux favoris. Et il y a quand même s'il n'y a pas, justement, comme il y a, à part Carapaz, il n'y a peut-être pas un grand favori qui se détache, il y a énormément de densité au niveau des outsiders, il y a énormément de candidats potentiels à ce top 10. Et perdre aussi vite des secondes, c'est dommage, il va falloir les récupérer à la montagne, mais Guillaume Martin, c'est pas non plus, on peut pas dire qu'à chaque fois ce soit le plus fort en montagne, quoi. Donc, euh, donc, c'est pas rassurant, quoi. Même si, encore une fois, je ne panique pas, il peut très bien récupérer du temps à droite à gauche, faire une échappée par-ci par-là, comme il a pu le faire sur le Tour de France. Mais c'est pas rassurant. Et moi, je m'attendais à mieux et je m'attendais clairement pas à ce que Guillaume Martin perde 12 secondes. Et je me dis qu'aujourd'hui, l'addition peut monter facile à 30 secondes de plus. Ouais, comme toi, moi j'étais aussi surpris. On nous parle de Pavel Sivakov. Bon, Pavel Sivakov, il fait pas partie des favoris, mais ça pouvait être un outsider en cas de défaillance de Richard Carapaz pour un top 10. Et lui aussi, Pavel, il a perdu du temps. D'ailleurs, je pense pas qu'il soit vraiment focus sur le général, parce que tu l'as vu comme moi, Titouan, hier, il traînait pas mal en queue de peloton. Donc quand tu es comme ça, hein, dans les derniers, à 5-10 km de l'arrivée, ça veut dire que, bon, en général, tu t'en soucies pas trop, quoi. Je pense que de toute façon, Sivakov, il doit prendre les jours comme ils viennent au fur et à mesure. Il sait qu'il a Richard Carapaz qui est le favori numéro un, donc il pourra pas jouer pleinement sa carte. Donc voilà, peut-être que s'accrocher à tout prix pour monter à fond. On a vu que Van Der Poel est monté à 200 battements minute. Voilà, il s'est dit peut-être que à quoi bon tout donner sur une arrivée comme ça, perdre 10 secondes, même si lui, au fond de lui, il peut peut-être se dire qu'il peut rentrer dans le top 10. Il dit peut-être que c'est pas ces 10 secondes-là qui vont changer la donne. Et puis de toute façon, voilà, son rôle premier, c'est d'être équipier de Richard Carapaz. Donc l'important n'était pas forcément à frotter et à prendre des risques. Ouais, surtout qu'il a beaucoup chuté, Pavel, malgré son jeune âge, donc peut-être qu'il y a une petite appréhension, et comme tu dis, il se dit finalement, ne pas prendre de risque pour 10 ou 15 secondes, ça n'en... Il y en a d'autres qui n'ont pas pris de risque. Tu vois, honnêtement, moi, je m'attendais à ce que Valverde joue la gagne, et en fait, j'ai revu une interview récente où en fait, il disait que voilà, il pouvait pas jouer la gagne parce qu'il y avait Van Der Poel, donc ça avait servi à rien, qu'il prenait le jour au fur et à mesure, et que finalement, il avait même pas regardé vraiment le parcours. Tu vois, il y a pas mal de coureurs comme ça qui ont dû se dire finalement à quoi bon frotter, prendre des risques pour pour un éventuel top 10, alors que en fait Van Der Poel était le favori numéro un, et finalement tout ça s'est confirmé, quoi. Il y avait trois coureurs qui sortaient du lot, Girmay, Van Der Poel et Van, et ils auraient dû être aux trois premières places. Donc prendre des risques inconsidérés pour finir 10e, 15e, voilà, des Valverde, des Yates, des mecs comme ça, je pense qu'ils en avaient rien à faire. Oui, ça valait pas le coup en effet. On va rester sur Mathieu Van Der Poel, le gagnant d'hier. Alors, il y a pas mal de personnes qui pensent que c'est aussi le grand favori aujourd'hui. J'avoue que je suis pas loin de le penser, parce qu'on le disait tous les deux avant l'émission en préparant. Il n'y a pas de vrais gros spécialistes du chrono comme Ghana, Kung ou d'autres. Donc finalement, c'est assez ouvert. Et pourquoi pas imaginer, Titouan, un Mathieu Van Der Poel qui gagnerait ou qui au moins conserverait le maillot rose ce soir à l'arrivée. Écoute, déjà pendant le Tour de France à l'époque, on avait lancé un débat à ce sujet-là quand Mathieu Van Der Poel était maillot jaune. Petit, il conservait son maillot jaune. Nous, on y croyait parce qu'en fait, on se disait qu'il n'y avait aucune raison que ce ne soit pas un bon rouleur. Et en fait, on voit que Van Der Poel, s'il veut, s'il a la motivation, il peut faire de très gros chronos. Donc oui, évidemment qu'aujourd'hui, il peut garder son maillot rose. Le parcours, l'avantage avec cette bof finale où il faudra de l'explosivité, et clairement c'est le roi à ce niveau-là sur le Giro cette année. Donc avec le maillot rose, il va être évidemment surmotivé. Donc oui, clairement, il peut garder son maillot rose. Est-ce que je suis sûr qu'il va le gagner? Non. Qu'il va le garder? Non. Est-ce que il peut le garder? Oui. Et donc du coup, voilà, je le vois facilement dans le top 5 du chrono. Après, pour la victoire, je ne sais pas, mais clairement, c'est un des favoris à la victoire et il ne faut surtout pas le sous-estimer. Ouais, d'ailleurs, il avait perdu, je crois, que 31 secondes l'année dernière sur le chrono de Laval, donc sur une distance plus longue, c'était pas énorme, donc c'est vrai qu'on ne peut pas s'attendre à le voir perdre plus aujourd'hui. Non, et puis les 4 mecs devant ne sont pas là aujourd'hui. Ouais, carrément, c'est ouvert, et vous le voyez, hein, sur Vélo Club, on a dressé une petite liste de favoris, c'est moi qui l'ai faite ce matin ou hier soir, je ne sais plus. Mais j'avoue que j'ai eu du mal à trouver des noms. Je me suis penché sur la start list, sur les résultats, puis Titouan va nous apporter son éclairage. Parmi eux, j'ai sorti Affini et Almeida, mais aussi Sobrero ou des Van Emden. Et puis derrière, Dumoulin, Fos, Porte, Ludvigsen. Mais
sans grande certitude, Titouan, sur cette liste. Je ne sais pas ce que tu en penses, toi, s'il y a des noms en dehors de Van Der Poel que tu as coché. Moi, en fait, avant le départ, j'imaginais bien un doublé du Moulin-Foss. Je me rappelle que Foss avait plus ou moins créé la surprise l'année dernière sur le Giro avec sa superbe entrée en matière. Il me semble qu'il fait un podium sur le prologue. C'est un genre de profil qui lui correspond parfaitement. La seule inquiétude que j'ai par rapport à lui, c'est que finalement, en fait, il a très peu couru. Alors, c'est pas forcément le fait qu'il court très peu qui m'inquiète, c'est plus le fait qu'il est abandonné et qu'on ne l'ait pas revu depuis son abandon, qu'on ne sait pas trop où est-ce qu'il en est. Mais Tobias Foss, voilà, fait partie pour moi des candidats au top 5, même au podium, voire à la victoire. Tom Dumoulin, évidemment, parce que Tom Dumoulin, j'entends beaucoup me dire que Tom Dumoulin, c'est plus le grand Tom Dumoulin. Ouais, c'est Mais il vrai, était c'est pas pas mal le hier, grand Tom Dumoulin. Dumoulin. Comment? Il était pas mal finalement hier, Dumoulin. Il était pas mal hier Dumoulin, et puis je me suis penché sur les chronos depuis son retour à la compétition. Ces 5 dernières chronos, donc les 5 chronos qu'il a fait, c'est troisième de l'UAE Tour, derrière Ghana et Bistager. Donc bon, comment dire que voilà, c'était quand même en ce moment, c'est un peu l'élite sur une courte distance. Il fait deuxième des Jeux Olympiques. Il fait champion national. Il fait troisième ou cinquième sur le Tour de Suisse. Enfin bref, et sixième sur le Tour du Benelux. Donc en gros, sur tous les chronos qu'il a fait, il n'a jamais fait au-delà de la 6e place. Donc Dumoulin, il revient d'un stage en altitude. On sait que chez Jumbo, ça a tendance à bien marcher, ce genre de choses. Il a l'air assez confiant sur le fait de pouvoir être en bonne forme. Et puis bon, c'est quand même sur le papier, si on mettait tout le monde à son top, il n'y aurait aucun débat sur le fait que Dumoulin gagne ce chrono. C'est quand même sur le papier le plus fort. Donc voilà, je mettrais Dumoulin, je mettrais Foss, Almeida, parce que c'est un coureur aussi assez explosif, c'est un très bon rouleur, donc forcément il a les capacités pour briller sur ce genre de parcours. Et puis Affini, pourquoi pas, mais Affini, c'est vrai que la dernière bosse peut un petit peu le pénaliser, même s'il ne va pas perdre grand-chose non plus, ça peut le pénaliser. Et Matteo Sobrero, voilà, qui tient à cœur à notre ami JB Duluc, qui Champion d'Italie voit en du lui un chrono, potentiel d'ailleurs. vainqueur pour la dernière étape. On n'est pas convaincu non plus, mais en tout cas, il fait partie pour nous des candidats à la victoire et au top 5. Tiens, d'ailleurs, tu parlais d'Almeida, Titouan, on nous pose une question. C'est The Spécialiste OL qui nous la pose et je le remercie. Il nous demande, d'après nous, combien de temps Bardet peut perdre sur Almeida, qui paraît parmi les grands favoris, en tout cas le mieux armé sur cet exercice du chrono. Mais il peut perdre ou gagner? Perdre, Bardet, ouais, par rapport à Almeida. Ouais. Ok, déjà salut à Spécialiste OL, c'est un grand ami de Vélo Futé, donc je lui passe le bonjour. Bardet, je lui vois prendre 30 secondes. 30 secondes sur Almeida, je pense que voilà, ça peut être globalement ce tarif-là, quoi. 30 secondes, ça va très vite, hein. Il suffit que Almeida sorte un grand chrono, et même sur 9 km, on peut avoir comment dire, prendre le tarif assez fort, surtout qu'on est en tout début de course, donc la fraîcheur ne rentre pas encore en compte. Voilà, les conditions ne seront pas les mêmes que pour le dernier contre-la-montre du Giro. Là, on est vraiment sur la forme pure, sur la puissance pure, sur la capacité de relance, la capacité de puncher, et sur l'effort solitaire pur. Et je pense que Bardet peut prendre 30 secondes comme Guillaume Martin, quoi. Ouais, ça me paraît à peu près ça le tarif aussi, je pense. Excess nous demande triplé Jumbo, c'est aussi une possibilité. On a parlé d'Affini, on a parlé de Van Emden, de Dumoulin et de Tobias Foss, donc il y a des cartes pour bien performer. Je ne sais pas s'ils arriveront à faire un triplé, mais on devrait en retrouver quelques-uns. Mais c'est plus sur un doublé. Voilà. Ouais. Doublé, moi, c'est ce que je disais, Dumoulin-Foss. Dumoulin-Foss à Almeida, c'était le podium que je voyais bien aujourd'hui. Mais maintenant que Van Der Poel a récupéré le rose, je vois bien Dumoulin, Foss, Van Der Poel. Ouais, alors je prends les commentaires. Du coup, Salette nous dit aussi que Sobrero peut gagner aujourd'hui. Stradri voit Bardet entre 10 et 20. C'est possible, hein. Il peut perdre 30 secondes et être entre 10 et 20 parce que la concurrence n'est pas folle non plus. Donc forcément, Oui, bien il ne sûr. va pas faire 60 secondes. 30 secondes, de toute façon, c'est qu'une estimation. On ne détient pas la vérité. Ouais, tout à fait. Alors Delgato, qui a fait une super presse du Tour d'Italie, que je remercie encore une fois parce qu'il fait aussi les topics d'étape sur le forum, a noté qu'il y a beaucoup de virages et de relances et que la montée est en partie pavé. Donc oui, effectivement, ça peut jouer aussi. Petit filet nous part de Magnus Cort. C'est vrai que je ne l'ai pas mis dans les favoris. Qu'est-ce que tu en penses de Cort, qui était pas mal hier d'ailleurs? Il était pas mal, il lui a manqué quelque chose. C'était pas non plus le grand Cort. Je pense que voilà, il s'est fait déborder par Evan sur du 5-6% assez facilement. Il se fait même bouffer derrière par Pello Bilbao. Alors que normalement, voilà, sur ce genre de pourcentage, Cort c'est quand même un des plus forts.
Donc je pense qu'il est en bonne condition, mais que c'est pas non plus le grand Magnus Cort Nielsen, pas le meilleur Magnus Cort Nielsen, et c'est normal, il a très très peu roulé cette année. Donc voilà, je m'attends pas à ce qu'il gagne non plus. Je m'attends à ce qu'il soit en bonne position, top 10, voire top 5, mais je le vois pas gagner parce que je pense qu'il lui manque un petit truc. Ouais, moi aussi. Puis c'est d'ailleurs à l'image de F, hein, c'est dur depuis le début de la saison, Titouan, pour l'équipe EF. Ouais. Bah, ils souffrent. C'est vrai qu'on pensait qu'ils avaient fait un bon petit recrutement assez attractif. Esteban Chavez, voilà, des petits coureurs comme ça. On disait qu'ils allaient pouvoir faire quelque chose et qu'ils allaient pouvoir mettre un collectif en marche. Mais même le jeune Martin Vandenberg marche pas aussi bien qu'espéré. Nous, on l'a pris sur Rivols et pour l'instant, il nous régale pas autant. On aurait dû se pencher sur Dely plutôt. Et c'est vrai que ça tarde à venir. Alors ce Giro est important pour eux parce qu'ils ont quand même aligné une belle équipe. Il y a Hugh Carty, il y a Simon Carr, il y a Magnus Cort pour des étapes en baroudeur et des étapes arrivées pour puncher. Donc ils ont quand même un bel effectif, mais ça ne marche sais pas. bien Et Stradril nous parle de Bettiol, et c'est vrai qu'il y a assez fantomatique aussi. Bettiol, ouais, honnêtement, je pensais qu'il allait faire une grosse saison et tu vois, je comprends pas. Après, Bettiol, il a eu le Covid en début d'année, ça lui a fait mal, ça lui a coupé complètement. On sait qu'il y a beaucoup de coureurs qui souffrent fort du Covid et de ses conséquences à long terme. Peut-être que Bettiol, on le retrouvera plus en forme dans la deuxième partie de saison après le Giro, voilà. Donc, mais pour l'instant, ouais, Bettiol, il déçoit énormément, mais globalement, comme toute l'équipe IF, hein, et c'est pas la seule. Il y a 2-3 équipes avec Astana et Israël, voilà, des équipes qui sont vraiment complètement en dedans. Ouais, carrément. Alors, je continue à lire un petit peu les commentaires. Salette pense qu'Almeida sera pas si haut que ça. Ouais, c'est possible. Après, on verra. Hein. Ça sera un peu la surprise sur ce type de chrono qui est un peu court. Je pense que le temps de référence, le premier vrai temps de référence devrait être par Lawson Craddock. Ouais, alors je vous mets justement les horaires de départ. Le premier part à 13h59, enfin 14h, 13h59 et 59 secondes, donc dans environ une grosse demi-heure. C'est Harm Van Hoek qui a chuté hier et qui sera le premier à partir. T'as Alex Dosset aussi, je vois dans les premiers à partir. Ouais, Alex Dosset, forcément. Hein, toute la première partie du parcours lui convient bien. Dans la première partie du parcours, il y a moins de virages. Donc globalement, il devrait pouvoir faire une très bonne première partie. Après, voilà, c'est la deuxième partie qui pose question, mais c'est non plus du 10% sur 3 km. Il ne faut pas oublier qu'il y a juste une petite pente au début, et puis après, c'est globalement assez roulant, même si c'est pavé. Donc voilà, je pense que Dosset devrait faire un temps correct quand même. Ouais, carrément. Les derniers partiront, si vous ne voulez pas louper l'arrivée, à 16h55. Mathieu Van Der Poel, il s'élance. Donc s'il y a environ 10 minutes de chrono, on aura une arrivée aux alentours de 17h05. Tiens, je vois une remarque intéressante, Titouan. Elle concerne Timen Arensman. Il a été excellent lors du Tour des Alpes. Et hier, il a curieusement perdu du temps. Il n'est pas si mauvais que ça sur un chrono. Est-ce que tu t'attends à le voir un peu mieux aujourd'hui ? Alors déjà, pour commencer, je fais pas partie de ceux qui sont hypés par Timen Arensman ou par Fortunato ou tous ces coureurs-là. Je suis pas convaincu dès le départ qu'ils pouvaient faire un top 10. Par contre, je m'attendais pas non plus à ce qu'il soit lâché hier. Arensman, je ne comprends pas pourquoi il a perdu du temps. Est-ce qu'il a été gêné par la chute? Je ne sais pas. Mais en tout cas, il semble plutôt prêt à tout donner pour Romain Bardet que pour jouer peut-être sa carte personnelle. C'est vrai que quand on voit son tour des Alpes, on se dit bah mince, comment ça se fait que sur du 5% comme ça, il soit lâché? C'est pas logique. Maintenant, voilà, c'est un jeune coureur. Peut-être qu'il a du mal à récupérer ou non. Peut-être qu'il est un petit peu malade, on ne le sait pas. Il y a peut-être plein de raisons qui peuvent faire qu'il n'est pas dedans. Mais en tout cas, je ne vois pas comment du jour au lendemain, sa forme pourrait s'inverser. S'il a été lâché réellement à la pédale, je ne vois pas comment aujourd'hui il pourrait faire un gros chrono. Mais c'est ça qui est intéressant, Titouan, aujourd'hui, au final, parce que tu vois, on parlait de Guillaume Martin, on ne savait pas trop si c'était une erreur de placement ou une mauvaise jambe. Comme tu le dis, aujourd'hui, on ne peut pas se cacher, c'est la forme physique qui va compter exclusivement. Donc on va avoir peut-être plus d'indicateurs ce soir sur qui n'a pas eu de bol hier et qui n'est pas trop en forme, quoi. Ouais, après Arensman, je cherchais à savoir combien de temps il perd. Tu l'as le temps qu'il perd, Arensman? Je vais regarder ça. Il perd 19 secondes, donc il est même pas avec Guillaume Martin, il est encore 7 secondes derrière dans un groom avec Alessandro Covi. Tiens, Covi, une des grosses déceptions d'hier, Alessandro Covi. Et il est avec des Juan Pedro Lopez, des Lucas Hamilton, et Sergio Samitier, Lorenzo Rota, Yann Hirt. Voilà, des coureurs qui n'ont pas trop de punch à part pour Covi, quoi. Ouais, même Rota, c'est surprenant si on arrivait comme ça de le voir si loin. Ouais, il a peut-être bossé pour Guermail aussi, après, mais bon, d'un autre côté, c'est pareil, il pouvait peut-être pas viser la victoire, alors peut-être qu'il s'est dit...
tant pis. Mais en tout cas, Rensman, il a rien à faire là, comme Sivakov en soi. À la pédale, il aurait pas dû être là. Donc voilà, il y a pas de, j'ai pas d'explication logique. Même si je crois pas à lui pour un top 10, le voir lâcher n'était pas un résultat normal pour moi. Donc voilà, j'ai pas de réponse miracle, quoi. Est-ce que c'est pas une bonne nouvelle pour Romain Bardet de le voir assez rapidement perdre du temps dans le sens où du coup il sera dévoué à 100% autour de son leader? Je pense pas parce que je pense que de base, de toute façon, Arensman était dévoué à 100% pour son leader. Il est en plein apprentissage, il est encore très jeune, il doit avoir quoi, 22 ans. 22 ans, il aura 23 ans le 4 décembre prochain. Euh, Là, il est en plein apprentissage. Romain Bardet, lui, il est en pleine forme, il est vainqueur sortant du Tour des Alpes. Ils Ce ont serait l'air de quand bien même très s'entendre en plus, il osé. me semble avoir lu ça. C'est quand même très osé de croire qu'il pourrait faire mieux que Romain Bardet. Donc je pense qu'à partir de là, Arensman, de toute façon, même s'il perd du temps où il n'en aurait pas perdu, la stratégie reste la même et ça change rien pour lui. D'autant plus que ouais, ils s'entendent vraiment très bien. Je pense qu'on a à peu près fait le tour, à moins que tu aies quelque chose à rajouter sur ce chrono d'aujourd'hui. Juste un petit point météo, tiens, il y a un communiqué de RCS qui est tombé ce matin. On annonce une vingtaine de degrés et du vent autour de 11 km/h, donc les conditions climatiques parfaites. Je crois que c'est du soleil également, donc il n'y aura Oui, et pas puis de le vent. vent avec le fait qu'on soit en pleine ville, ça va pas non plus changer radicalement la face du monde. Ouais, donc 11 km/h, on est tranquille, il n'y aura pas de conditions changeantes normalement entre les différents coureurs. D'autres choses à rajouter, Titouan, sur ce chrono du jour avant de passer à Peut-être nos quels pronos? sont les favoris qui pourraient le mieux s'en sortir sur ce genre de parcours. Je pense qu'un coureur comme Simon Yates, parmi les favoris, peut faire une Il belle peut faire des performance, un bons top chronos, 10. Yates, hein, ouais. Ouais, peut faire un bon top 10. Pello Bilbao, évidemment, mais je ne sais pas si je ne le catégoriserai pas dans les candidats à la victoire. Donc, un top 5, oui, mais à la victoire, j'ai toujours du mal avec Bilbao, même s'il est très régulier. Mais en tout cas, lui, il pourrait aussi faire un top 10. Je serai très attentif, évidemment, on a parlé d'Almeida, du Moulin, mais voilà, je serai attentif à la performance de Wilco Kelderman, parce que je ne suis pas un de ceux qui croient le plus en ses chances pour un podium, voire un top 5. Donc voilà, Kelderman, je vais être curieux de voir sa performance. Et évidemment, Richard Carapaz. Si Carapaz, il sort un gros chrono aujourd'hui, il va Ouais, ça falloir peut être vraiment compliqué. aller le chercher. Mais tiens, tu parles de Bilbao, c'est intéressant parce que tu te rappelles, Tito, on en avait parlé tous les deux lors d'une émission Evals Manager en janvier en disant qu'il était vachement sous-coté et souvent sous-estimé par pas mal de monde. Et là, je m'aperçois qu'il a pris des bonifications parce qu'il a terminé troisième hier, donc il n'est pas si loin de ça de Mathieu Van Der Poel. Est-ce que tu penses qu'il a une possibilité d'aller chercher le maillot rose si Van Der Poel ne gagne pas, bien entendu? C'est vrai que ça m'était pas venu à l'esprit, mais en soi, pourquoi pas? Enfin, c'est un très bon Mais on n'y pense rouleur. jamais, c'est fou ce mec-là, on le sous-estime tous. Ouais, il a une très bonne explosivité. Donc, s'il y a quelques relances, ça pourra très bien lui convenir. La bosse finale, va pas lui déplaire non plus, c'est sûr. En vrai, pourquoi pas, hein, pourquoi pas? J'ai du mal à l'imaginer vainqueur du chrono. Et d'un Ouais, autre moi côté, aussi. je suis persuadé qu'il sera dans le top 10. Donc, à partir de là, enfin, c'est vrai on n'est jamais à l'abri. Et oui, maintenant, enfin, j'ai du mal à le voir battre Van Der Poel, mais pourquoi pas, pourquoi pas. Ah ouais, en effet, ce sera des trucs intéressants à observer aujourd'hui. Donc on va pouvoir passer, je pense, puisqu'on a fait le tour de la question à nos pronos. Je te propose tout simplement, Titouan, de partir sur un podium et puis notre meilleur Français à l'arrivée, tiens, pourquoi pas. Mon podium, voilà, Dumoulin, Foss, Van Der Poel. Ça, ce serait mon podium. Mais Foss, c'est une grosse interrogation. C'est plus un pari parce que je suis vraiment pas sûr de mon coup, hein. Je pense que Almeida, sera pas loin du podium. Et pour le meilleur français, vous savez, pour ceux qui participent à notre concours de pronos tous les jours là, pendant le Giro et puis sur les courses World Tour, on propose de pronostiquer sur le meilleur français. Alors là, c'était une question assez difficile. Il y aurait pas eu cette bosse finale, je me serais dit, tiens, Arnaud Demar, pourquoi pas? Mais bon, comme il a perdu du temps hier, il n'a pas non plus forcément de raison de le faire à fond. Donc je serais tenté de dire Sivakov. Sivakov, ouais, ça paraît pas mal. Sivakov, je pense que sur le papier, c'est le meilleur rouleur qu'il y a parmi les Français. De notre côté, on n'a pas tellement de choix. Ouais, je regarde du coup la liste des partants. Ouais, je vais dire aussi Pavel Sivakov. Et pour le podium, alors je vais retourner sur la page. Moi, je pense que je vais donner Matteo Sobrero.
pour changer, parce que je crois un peu en Van Der Poel, mais j'ai pas envie de dire Van Der Poel 2 jours consécutifs. Donc Sobrero devant, Bilbao et Van Der Poel pour un podium. Donc, victoire de Sobrero. Ouais, mais je l'ai à un jeu en fait, donc c'est pas du tout, enfin c'est pas tout à fait objectif, donc il y a aussi un petit choix du cœur forcément. Puis j'ai pas envie de dire 2 fois Van Der Poel. Je pense qu'il va gagner, mais j'ai pas envie de le donner. J'ai du mal à Sobrero, pour moi il sera placé, mais c'est vrai qu'à part sa victoire sur le championnat d'Italie, dans des conditions un peu particulières, voilà, Ganna sortait du Giro, était n'était pas forcément hyper frais. Il a jamais gagné de contre-la-montre au World Tour, donc le voir gagner directement sur le Giro, ça serait une surprise pour moi. Placé, oui, mais voilà, il a jamais fait de podium non plus, donc le voir gagner, ce serait quand même une surprise. Ce serait une demi-surprise parce que c'est un très bon rouleur, mais voilà, pour moi, il y a des coureurs mieux placés que lui pour gagner. Ouais, alors The Specialist OL nous donne Van Der Poel devant Almeida et Bilbao. Stradri nous dit Bardet en premier français. Ouais, bon, c'est possible, hein, parce que si Pavel le fait pas à fond, c'est toujours aussi la même chose, quoi. Et je t'ai coupé, Titouan, désolé. Non, je disais, ouais, ça me paraît, tout ça me paraît crédible. De toute façon, sur des chronos aussi courts et aussi atypiques, c'est très difficile de cerner un vainqueur potentiel. Moi, on aurait eu tous les coureurs, j'aurais dit Bisseger directement. Mais là, je sais pas. Voilà, c'est très difficile de pronostiquer ce genre de parcours. On n'est pas sur une distance assez longue pour se dire, ben voilà, ceux-là ont du mal sur la distance. On n'est pas sur un chrono assez plat pour éliminer certains punchers. On n'est pas sur un chrono assez vallonné pour éliminer les purs rouleurs. Donc finalement, il y a tout un panel très large de candidats. Et c'est ce qui va rendre la course très intéressante. Et j'ai extrêmement hâte de regarder ce chrono. Ouais, d'autant plus que tu l'as dit, hein, les meilleurs sont pas là. Il n'y a pas Ganna, il n'y a pas Cavagna, il n'y a pas Kung, il n'y a pas même Pogacar qu'on peut maintenant classer. Il n'y a pas Roglic, il n'y a pas Hayter. Enfin, il y a un paquet de mecs qui ne sont pas présents. Donc ça rend les choses vachement ouvertes. Parce que tu l'as dit, Dumoulin, il y a 3 ans, ça aurait été le favori logique. Mais là, il y a de l'interrogation. Sobrero, c'est pas une carte sûre. Van Der Poel, il reste avec très peu de références au final sur les contre-la-montre. Affini, ça va monter. Almeida, faut voir. Enfin, c'est très très ouvert. Je pense que c'est le mot pour définir ce chrono. Bah, je pense qu'on est bon. Merci Titouan du coup d'avoir participé à l'émission. Est-ce que vous avez des émissions de prévues ou bientôt d'ailleurs, parce que c'est le moment. Écoute, peut-être qu'on en fera une lundi prochain pendant la première journée de repos. Voilà, et puis probablement sinon après le Giro et puis pour préparer le Tour de France. Voilà, mais globalement, on n'a pas vraiment de date fixée encore. On s'y prend un peu au dernier moment souvent. On n'est pas encore rodé parfaitement de ce côté-là. Ça marche, donc n'hésitez pas à suivre la chaîne de Vélo Futé, comme ça vous recevrez une petite notification quand ils seront en live. N'hésitez pas à suivre la nôtre aussi, parce que c'est le meilleur moyen d'être au courant des émissions, parce que normalement il y a un mail qui part. Et je fais attention à bien mettre la dénomination pour que vous sachiez ce dont on va parler lors de l'émission. Donc pensez à nous suivre, pensez à suivre aussi Vélo Futé. Et n'hésitez pas à vous abonner également à la chaîne de Vélo Club. C'est gratuit si vous avez un compte Amazon et ça nous file toujours un petit coup de pouce. Il me reste à vous souhaiter une très bonne étape, un très bon samedi. Et puis à demain, 13h, pour une nouvelle émission dédiée au Tour d'Italie. Salut! Salut Charles, merci à tous.